Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir quelqu'un d'un peu particulier parce qu'on s'est pas vu depuis presque 10 ans. C'est Hugo. Hugo Lissoir, Bonjour, bienvenue. bonsoir. Aïe, 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 ça fait, faut qu'on parle avant de quand même de nos Bah justement de oui, comment on s'est rencontrés et de comment on se revoit, parce que moi je trouve ça fou. ouais. Parce que Et la situation s'est inversée. Que c'est la un peu première ça. fois que je te rencontre, c'est quand même, dans mon émission, une émission radio où j'étais absolument pas connu. C'est une émission étudiante sur Nantes, ça s'appelait Spam, c'est diffusé sur Prune, donc radio étudiante. Et on faisait une émission sur le numérique, on cherchait des invités pour nous parler justement de la tech, du numérique et cetera et on est tombé sur toi et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et là 10 Ouais, ans plus tard, tu m'avais heu envoyé un message sur Twitter et du coup je ouais, trouvais ça marrant de repasser par Twitter pour te ouais, réécrire. oui, ouais, en Effectivement. plus, ouais, c'est marrant. Tu m'avais écrit, tu m'as dit ouais, une émission, etc. Je me suis dit, mais c'est qui ces gars-là? Je connaissais pas l'émission, Il je avait te rien connaissais préparé pas. en plus, c'était à l'arrache. C'était Mais complet, c'était marrant. Tu m'avais demandé d'amener un objet con dont je voulais bien me débarrasser, je me rappelle bien. En mode, vous faisiez une sorte de panier c'est avec et vous ça, les offriez à des gens potentiellement en c'est émission. ça. C'était À des malin, auditeurs et c'était bien foutu. les auditeurs, ils appelaient au standard et c'est arrivé genre 2-3 fois qu'un auditeur appelle pour gagner quelque chose. C'était vraiment très rare. On était dans le flou total dans cette émission parce qu'on nous avait donné quand même on était en direct à la radio, écouté sur tout Nantes et même un peu plus loin, c'est jusqu'à au je crois que vraiment à la frontière avec la Vendée et on savait pas du tout quelle audience on faisait. On savait rien, personne nous guidait. Genre on avait aucun retour sur, notre ligne édito et tout. Genre il y avait à Prune, Incroyable. il y a des gens qui gèrent la radio et tout, mais Mm. à chaque fois qu'on faisait notre émission, tout le monde partait de la radio et on était les seuls dans les studios à ce moment-là, parce que Oui. nous on passait à 19:00 ou à 18:00 et tout le monde, tous les cadres ils partaient et nous on prenait la radio, on fait: «Bon, bah, il y a personne, on fait ce qu'on veut» Allez, c'est et à la parti. fin Spam a vraiment dévié, c'était même plus une émission sur le numérique, à la fin on faisait des dégustations, on jouait à la Switch, ça avait plus rien à voir. Mais c'est bien quelque part d'avoir eu ce cadre et cette liberté parce que même si c'est une petite radio, il y avait l'équipement, Ouais et il y puis il y avait avait la tout matos aussi. totalité du matos, quoi. Ah non, C'était, mais c'est une chance de fou, hein. Moi je le c'était conseille, vraiment cool. si vous êtes intéressé par l'audiovisuel, rapprochez-vous, des radios, que vous avez dans votre ville, les radios étudiantes et tout, parce que vous pouvez tout apprendre gratuitement et c'est un bon pas dans l'audiovisuel de faire de la radio, même pour faire de la je sais pas, de la télé plus tard ou juste apprendre à poser sa voix sur un micro, à gérer une antenne, que ce soit en direct ou même en différé. Faire du montage audio, c'est un peu, les mêmes bases que faire du montage vidéo, hein. C'est faire des cuts et rapprocher des morceaux. Donc en fait, on apprend plein de choses et on peut le faire gratuitement. Oui, puis ça rend service, ça permet de s'impliquer, puis de faire du réseau. C'est con, mais du coup, c'est comme ça Ah ouais, ouais, quand tu qu'on dois s'était trouver un croisés à invité par l'époque. semaine, ça te Ouais, c'est force du à taf. sortir de ta zone de confort, hein. Les gens se rendent pas compte, mais c'est un vrai taf. Effectivement, on s'est croisés à ce moment-là et c'est comme ça que je t'ai demandé, bah là, de faire l'inverse, du coup, d'être le premier invité pour ce podcast. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de présenter des gens qui ont des vies marquées par l'audace. Et je pense que c'est assez marrant parce que tu vois, regarde, je te dis, il y a 10 ans, on se connaissait pas. Je me suis amusé à ouvrir ton Instagram tout à l'heure et comme ça, et à scroller comme un couillon. Je vois une interview avec le J'ai rien président trouvé sur Emmanuel Instagram, Macron. hein. Ouais, ouais. Non, mais j'ai vu beaucoup de choses finalement. Et puis bon, j'ai vu ce que tu as fait quand même pendant plusieurs années. Et c'est assez incroyable, je veux dire, tout ce que tu as vécu en si peu de temps, parce que à l'échelle d'une vie, 7 ans, 7, 8 ans, ça semble énorme, mais ça va vite. Ouais, ça va vite, ouais. J'ai l'impression, tu vois, c'est ce que ma carrière, elle pourrait s'arrêter là. J'ai l'impression qu'elle est déjà complète de fou, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait déjà tellement de trucs. On a sorti un livre, on a fait un jeu de société, j'ai interviewé un président de la République, j'ai sorti, plus de 1000 vidéos, YouTube, on a fait des vidéos à plus d'1 million de vues, enfin, ouais, j'ai l'impression d'avoir déjà eu un truc tellement dense et rempli que c'est un de mes problèmes actuellement, j'ai du mal à trouver parfois des idées. Alors j'en trouve, D'accord. hein, il y en a encore quand même et cetera, mais Ouais, j'en mais cette j'en trouve. sensation quoi, d'avoir fait pas le tour, mais 1000 vidéos, c'est énorme. Et sur un sujet aussi immensément infini, on va dire que les sauces, mais du coup, c'est quoi? T'as peur de pas réussir à se renouveler? Non, ça là-dessus, en vrai, il y a une des forces de la chaîne YouTube qui est plutôt cool, c'est qu'on suit l'actualité spatiale
et donc on suit l'actualité, on a toujours du contenu en continu, puisque c'est l'actualité qui nous porte et en ce moment, le spatial est vraiment, genre un enjeu de premier plan pour pas mal de nations, donc nous, ça nous porte aussi. C'est plus, sur, effectivement la peur de pas réussir à se renouveler. Sur les formats plus. Faut dire: «OK, on a un format d'actualité qui marche toujours très, très bien». Après, on a un format, par exemple, sur les dossiers où effectivement, en 7-8 ans de vidéos, on a quand même traité pas mal de sujets, donc il faut trouver des nouveaux angles, des nouvelles analyses. Là, par exemple, l'année dernière, on a lancé un nouveau format où on va directement à la rencontre des acteurs et on fait un format plus interview et on rentre pour, vraiment du concret sur, les techs, du new space et cetera. Donc c'est beaucoup plus, profond et on se demandait toujours: «Est-ce que ça va intéresser notre audience?» Et clairement oui, donc ça marche. Donc on arrive quand même à se renouveler, mais quand tu es créateur sur, internet et que ça fait 7-8 ans et que tu es sur YouTube, tu te poses toujours quand même la question. Il y a un moment donné où je serai à sec et Il y aura plus de fioul, ça va du s'arrêter. coup, si tu te le dis assez en avance, tu dis: «OK, de toute façon, c'est une finalité, c'est normal, à un moment donné, tu sais, tu fait le tour, quoi». J'en suis pas encore rendu là, mais il y a un moment donné où j'y serai et je ferai: «OK, je suis content quand même de tout ce que j'ai fait». Parce que franchement, c'était énorme. C'est énorme, c'est dense, c'est intense. C'est ce que vivent aussi beaucoup d'entrepreneurs tout court. C'est compliqué de savoir comment aussi tu te qualifies, toi, et puis t'es pas tout seul en plus derrière. Ce serait intéressant d'en parler pour que les gens se rendent compte, parce que ça, on s'en rend pas toujours compte. Et c'est du taf, et c'est du taf pour pas mal de personnes au final. Ça comptabilise pas mal d'heures, mais tu te qualifies comment? Parce que Twitch partner, ok, YouTube partner, mais c'est si tu rencontres quelqu'un en soirée et il te dit, mais toi, tu fais quoi? Alors quand je veux avoir la classe, je dis que je suis, co-gérant de Delta V Space, c'est mon entreprise. Et sinon, généralement, je me présente comme créateur de contenu ou vulgarisateur, du spatial. Ok. Ouais, après, Cette ça dépend vulga... vraiment des gens à qui tu vois, À qui tu parles, finalement, ouais, tu à qui je t'adaptes parle, à ton audience, quoi. Tu parles de vulgarisation, et c'est quelque chose d'assez fort qui a marqué YouTube. YouTube les 10 dernières années, on va dire, il y a eu quelques vulgarisateurs. Il y en a pas eu tant que ça, en fait, si on regarde bien, sur des domaines pointus, hein, j'entends. Que ce soit scientifique, côté histoire, il y en a de plus en plus, j'ai l'impression. Euh, mais côté spatial, vous n'êtes pas 14 000 non plus, quoi. Alors Déjà, même côté monde, en on fait, si n'était tu pas regardes bien. 14 000. Ça commence à Maintenant, on venir. est 14 000. Non, en vrai, quand nous, on a lancé la chaîne, vraiment le côté spatial de la chaîne, on va dire en 2017, avril 2017, je crois. Et à l'époque, avril 2017, moi, je me souviens, on se disait déjà, «C'est mort pour percer sur YouTube, il y a déjà trop de monde». Alors que pas du Mais tout tout, le hein. monde se Là, dit je vous ça. rassure, en 2024, il y aura jamais trop de monde parce qu'en fait, votre contenu sur YouTube, il peut percer si, votre angle ou votre personnalité, il est trop bien. C'est pas une question de saturation sur YouTube. Ouais, tout le monde dit à chaque fois: «Il y a énormément de concurrence sur YouTube». Franchement, moi, j'ai pas parce que je regarde une vidéo que je regarde pas une autre vidéo qui traite du même sujet. Ça c'est les 2 analyses parfois, si c'est des analyses différentes, ça m'intéresse. Puis il y a beaucoup de bruit aussi. C'est Internet, c'est beaucoup de bruit. Je veux dire, tu Ouais. parles de personnalité, tu parles de ces choses-là. Le contenu, c'est aussi unique. Mais il y a une expression que j'aime bien là-dessus, c'est que le meilleur moment pour planter un arbre, c'est hier. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Ouais. Ouais, tu peux toujours Tout le le faire. monde, il y a 10 ans, tout le monde disait que c'était trop tard, et tout le monde dit toujours ça pour beaucoup de choses, Ouais, pour ouais, ouais, apprendre c'est une clair. nouvelle compétence, et c'est des conneries. Quand on voit le nombre d'entrepreneurs qui, à 50, 60 ans, ont lancé leur empire, quand on voit le nombre de personnes qui se sont mis au sport tard et qui s'en sortent très bien, enfin, Ouais, c'est clair. c'est un truc contre lequel je me bats, les gens qui se battent, c'est trop tard pour moi, t'étais là, tu fais. Non, non, ouais, tu peux enfin sur, moi de ce que je connais de YouTube, tu peux toujours, démarrer et on va en parler je pense parce que si je te raconte un peu l'histoire de la chaîne, tu verras qu'il y a des chaînes, spatiales, qui se sont lancées, sur le même créneau que nous et qui marchent très bien encore aujourd'hui et cetera. Moi, je pense que la concurrence sur YouTube, elle est assez, saine au final parce que, les gens, ils vont essayer de se différencier quand même de toi et en se différenciant, ils vont amener des nouvelles personnes et l'algorithme de YouTube, il fait vraiment que fait vase communicant entre les différentes chaînes et s'il y a des gens qui découvrent, le spatial par un autre youtubeur, ils finiront par être, de tomber sur tes vidéos. Est-ce qu'ils accrocheront ou non? Ça, c'est ton problème à toi, tu vois? Ouais, donc oui, je disais en 2017, on n'était pas tant que ça effectivement.
On était 3, enfin il y avait 3-4 chaînes et qui parlaient d'actualité spatiale. Je pense qu'on était une des seules vraiment. Les autres faisaient beaucoup soit de l'histoire spatiale, soit des enquêtes, soit du debunk, beaucoup. Genre, on n'a pas marché sur la Lune, et cetera. Des Puis il y a de vidéos quoi en mode faire. ouais. Et du coup, il y avait beaucoup de vulgarisation. Enfin, nous, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait beaucoup de vulgarisation qui était basée sur l'humour. Parce que l'humour, c'était le truc ultra fort de YouTube à l'époque. Genre, la base de YouTube en France est arrivée par les podcasts, l'humour, et cetera. Et même le début de la vulgarisation, je pense par exemple à Y Penser qui était un Oui, des premiers. Y iconique. Penser, il faisait des sketchs, quoi, et il faisait passer sa vulgarisation par des sketchs. Et bah, avec mon frère, quand on y a réfléchi un petit peu, nous, on était des gros fans de spatial depuis qu'on est tout petit, vraiment. Depuis qu'on est gamin, on regarde des lancements, on parle d'espace, et cetera. C'est vrai que Et c'est pas courant des gamins qui regardent les lancements. Je parle pas du premier lancement où tout le monde était devant sa télé, mais enfin ouais, je sais premier pas, lancement. ouais, nous, on adorait ça. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gamins qui, tu sais, qui se rêvent astronautes, et cetera, qui adorent l'espace et qui, en fait, le perdent au fil du temps. Nous, on l'a juste gardé, quoi. Genre, bon, on sera jamais astronaute, mais on a gardé ce truc de: «Putain, les étoiles, c'est trop bien et tout». Et on avait cette passion et en gros, la chaîne YouTube, elle démarre, à l'arrache, hein. Elle est pas voulue à la base. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle porte mon nom et prénom, c'est que c'est mon compte Google de base. C'est juste que le truc s'est enflammé, je l'ai pas changé en me disant: «Bon, je préfère pas le changer maintenant», mais On sait c'est pas jamais. du tout réfléchi, quoi, de base. En fait, à la base, je fais une des premières vidéos, c'est, je poste une des musiques de Mass Effect que je refais au piano et après on parle d'un jeu que j'aime bien, le jeu vidéo Star Citizen, et je fais des vidéos parce que, j'aime bien le jeu. Et à un moment donné, juste avec mon frère, on se dit: «Est-ce qu'on ferait pas, les gens qui aiment bien le jeu Star Citizen, qui est un jeu sur l'espace, est-ce que, ils aimeraient aussi peut-être qu'on leur parle d'espace puisque c'est notre autre passion, on va peut-être faire un format». Sauf qu'on se disait: «Beh, on va vulgariser l'espace, mais on va pas le faire sous format comique parce que, bah, déjà, on n'aime pas trop se montrer à la caméra». Vous aviez Heu quel âge à ce moment-là, l'un et l'autre pour oh là, attends, calcul mental. Moi, je dois avoir 25-26, 24-25 ans, un truc comme ça. Et ouais, 24 ans, je pense. Et ouais, on n'aime pas trop se montrer à la caméra, on n'aime pas trop, enfin moi je me sens pas chaud pour écrire des sketchs, des blagues et tout, vulgariser en écrivant des sketchs, je trouve ça trop dur. Et puis je me dis, le spatial, c'est bien un sujet où on peut y aller en mode sérieux, musique épique, quoi. Parce que c'est le sujet de tous les extrêmes, je sais pas, quand je raconte l'atterrissage de Curiosity sur Mars, c'est un des exploits les plus grands de l'humanité. J'ai pas envie d'en faire une blague parce que ça, pour moi, ça va enlever un peu le crédit ou le tu sais, côté la épique et puissance du incroyable, ouais. côté technique. J'ai envie qu'il y ait une musique épique et qu'il y ait OK. une voix de documentaire incroyable où les gens, quand ils écoutent le truc, ils se font: «Waouh, c'est un truc de fou», tu vois? Donc on est parti sur cet angle-là et ça a plutôt bien plu aux gens. On a fait, je crois, même pas, 2-3 vidéos et au bout de même pas, je sais pas, 5-6 mois à l'été, on est en vacances et il y a une vidéo qui pète, de façon absolument, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Il y a aucune raison qu'elle pète, mais elle pète pendant qu'on est en vacances, pendant qu'on n'est pas là. En mode genre YouTube lui Normal. dit: «Ah, tu es pas en train de publier là? Bah, je vais te montrer que tu dois revenir», tu vois? T'inquiète. Et du coup, bah, là, je crois que d'habitude, on faisait des vidéos qui faisaient, bah, déjà, c'est assez énorme, hein, qui faisaient entre 3 et 4 000 vues, alors qu'on était absolument pas connus, mais c'était grâce au fait qu'il y avait la communauté du jeu qu'on suivait, qui nous suivait même sur ces vidéos espace. Et la première vidéo qu'on fait qui explose un peu, je crois, c'est, dépasser la vitesse de la lumière. C'est un dossier, qui est un peu en mode, documentaire, pardon, de 10-12 minutes et qui, du jour au lendemain, fait 30 000 vues, quoi. Genre qui explose, notre truc et on fait: «Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Et encore aujourd'hui, je l'expliquerai pas. Je pense que c'est, la magie et le mystère de l'algorithme YouTube en même temps. C'est-à-dire qu'un jour, il peut repérer une vidéo et dire: «OK, celle-ci, boum». C'est intéressant ce que tu dis, je te coupe un instant, pour deux raisons. Déjà, parce que les gens qui se lancent aujourd'hui, malheureusement, avec la multiplication aussi des réseaux, les vanity metrics comme les vues, quand on démarre, d'un seul coup, on se fait des films incroyables. Quand tu dis à quelqu'un, par exemple, ça a explosé, ça fait 30 000 vues, pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, gardez en tête que euh, pour l'époque, et surtout quand tu compares à tes autres vidéos, c'est incroyable 30 000 vues. Et pour les gens qui Ah se disent, oui! ouais, c'est que 30 000 vues, Oui, non, c'est je que 30 vous, 000. Alors oui, mais je vous mets au défi de mettre 30 000 personnes dans une même pièce, bande de génies,
et de regarder un peu ce que ça fait pour vous rendre compte, Non, mais parce que c'est les gens surtout ils pensent pas, mais c'est monstrueux quoi. quand tu fais genre 2000 vues ou 3000 vues par vidéo d'habitude et que tu passes à 30 000, tu fais quand même. C'est improbable. Il y a un truc qui n'est pas de l'habitude en fait. Genre, il y a quelque chose qui s'est passé que j'ai pas compris et Oui, puis que tu j'ai essaies de toujours pas l'analyser compris en qui plus a fait sur que le la vidéo. moment. Du coup, après, t'analyses un peu ta vidéo. Tu fais, c'est quoi Est-ce que c'est mon titre, ma est-ce que miniature, c'est la mon... miniature, le titre et tu sais pas. Et puis, on a eu de la chance parce que du coup, on est rentré de vacances et quand on est rentré de vacances, ben ça s'est pas arrêté en fait. Ça a continué. Chaque vidéo continue à grossir et là, clairement, l'effet boule de neige, il est lancé. À chaque fois que tu lances une vidéo, tu as de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de vues et puis ça grossit, ça grossit et je crois on n'a même pas mis, moins de, je sais pas, un an pour commencer à pouvoir se rémunérer Moins dessus. d'un an. Ouais, moins Enfin, d'un an, un après, truc du genre. ça allait être une de mes questions, forcément. Mais alors qu'en plus, oui, alors du coup, le point important, c'est que contrairement à pas mal de coups de créateurs, bah t'es pas tout seul. Ouais, ouais, on Et a ça, il y donc, a plein de gens qui le savent pas. J'en discutais avec d'autres et qui le savent pas. Je me suis dit sérieux, même encore maintenant, tu vois. Je veux dire, et c'est assez fou. ah ouais, bah, comme je le disais, on n'aime pas du tout se montrer à la caméra et il y en a un qui déteste encore plus que moi se montrer à la caméra, c'est mon frère, Max. Pourtant dans le générique, il y a écrit que c'est une émission de Maxime et tous les Ouais, losers, mais clairement. mon frère, ouais, du coup, m'aide sur la chaîne depuis les tout débuts. Genre, en fait, la chaîne, moi, au début, je l'ai lancée pour parler du jeu vidéo Star Citizen Mm. et on va dire que un des coups de génie, c'est celui de Max qui a dit: «Bah, je pense que les gens qui aiment bien Star Citizen, ils aiment aussi peut-être l'espace et viens, on tente Ça une fait le émission lien, là-dessus». ouais. Et à l'époque, Max, il est freelance, il fait la traduction en freelance, depuis, je crois, il traduisait des notices d'engins agricoles allemands, enfin bref, lui, il s'est dans des trucs, Alors, bah, pour toutes les personnes qui savent ce que c'est qu'une niche, donc quelque chose de très particulier, une sous-catégorie de quelque chose, et qui pensent qu'on ne peut pas descendre toujours plus bas, on vient de découvrir que les si. machines agricoles allemandes, en notice et tout. Non, mais lui, il avait des niches, il faisait de la traduction, hein, parce que lui, il était pareil, un peu genre nomade numérique. Il vivait, en Australie, puis après en Ok. Asie et cetera et il travaillait depuis internet et il traduisait des il a enfin, il est très, très fort en langue, il est bilingue et du coup, il utilisait ça pour se faire un peu d'argent et vivoter et parcourir le monde et quand du coup, je lui ai dit que moi, j'étais revenu parce que moi j'ai fait mes études d'audiovisuel à Paris et je suis revenu à Nantes, heu, pour justement monter au départ une boîte de production audiovisuelle avec, le fameux Maximin que tu connais, qui était de Spam, qui lui a fait une école de réalisation. On s'était dit: On va faire une boîte à Nantes» et on voulait faire au début de l'audiovisuel et tout ce qu'on trouvait comme contrat, c'était de l'institutionnel et l'institutionnel, pour ceux qui ne savent pas, c'est, tourner des films de promotion pour Carrefour, le Carrefour du coin en local et tout et ça nous a, bon ça nous a pas brisé nos rêves, mais c'était ouais, C'était pas c'était la pas ce qu'on vision du voulait truc, faire, quoi. c'était Ouais. pas ce qu'on voulait faire et surtout, la relation client, tout ça, on n'aimait pas trop donc on a arrêté et du coup, moi, je me retrouvais, à vivoter sur Nantes. J'avais un travail à mi-temps à l'époque où j'ai monté la chaîne YouTube, où j'étais, maître du jeu dans un escape game Ok. à John Doe à Nantes, pour ceux qui Oui. connaissent. Oui, oui, je vois. Alors, je vois où il était situé. Je l'ai jamais fait, mais je me rappelle de la devanture très mystérieuse. Ouais, Et j'étais maître du jeu là-bas et du coup, vu que j'étais à mi-temps, enfin mi-temps, 3/4 temps et que j'avais un peu de temps à côté, bah, c'est là où j'ai décidé de monter la chaîne YouTube. Donc et vu que je venais de la boîte, qu'on avait lancée avec Maximin, on venait de la fermer, que c'était un peu la galère et cetera. J'étais de retour chez mes parents en plus, qui habitaient à l'époque à Saint-Herblain, donc j'avais la sécurité de fou de pas payer de loyer. c'est un luxe incroyable. Les Ah gens beh, c'est un luxe se rendent pas incroyable. compte, mais Par c'est contre, complètement fou. luxe incroyable, mais par contre, Il y a une pour la contrepartie. petite histoire, on avait une connexion, internet qui était la pire au monde et on avait, je crois, 100 kilooctets, ascendant, descendant, maximum, quoi. Donc c'était rien, je pouvais rien faire. J'étais obligé de lancer des vidéos YouTube en 144p, enfin 240p à l'époque et de mettre pause avant que ça charge et cetera et je Ouais. me souviens. Ça te fait apprécier, n'empêche, quand tu as une bonne connexion, ça te fait vraiment apprécier ce que tu as, Ah ouais, clairement. d'avoir eu ces contraintes-là, finalement. Et moi, ça me rendait C'est un fou truc parce de fou. que ça me frustrait pour créer sur internet parce que je savais ce que je voulais faire
et quand j'uploadais une vidéo, mais je mettais la vidéo et en fait, je mettais plus de temps à la mettre en ligne qu'à l'écrire et à la faire. Et j'étais là, mais en fait, moi, L'enfer. mon principal truc qui me bloque, c'est la connexion internet et ça m'a tellement rendu fou que le jour où, mon secteur la fibre a pu commencer à être déployée, j'avais stalké les gens, l'entreprise qui déployait la fibre, donc je sais plus comment il s'appelle, c'est une entreprise et j'avais DM les gens, les employés en leur disant: «C'est Pour à dire oui. quelle date que vous venez l'installer?» et cetera. Je mettais la pression, quoi. Et dès le jour où ils sont passés, on a pris un abonnement fibre, j'ai pris un abonnement fibre à mes parents qu'on n'avait pas du tout besoin, mais j'ai fait: «Non, là, il nous faut absolument la Là, il fibre, le vous allez faut. voir». C'est vital. Et quel investissement! Que c'est grâce à ça après qu'on a pu être quand même super productif et tout. Alors, quand tu Bref. parles de super productif, ça ressemblait à quoi en termes de créa? Parce que c'est du taf, hein, quand même, la moindre vidéo. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu, c'est quoi comment ça se passe, pour qu'on se rende compte un petit peu Alors, du taf? je vais expliquer, on va dire, je vais faire la différence entre comment on taffe aujourd'hui, après 7 ans et comment Oui, ça a on va dire forcément que le évolué, oui. taf est vraiment ultra propre et comment on a commencé où c'était anarchique et d'ailleurs ce qui m'a même conduit à un burn-out, on va dire 1 an et demi après le début de la chaîne. Ok, En gros, on va y revenir. quand on a commencé, notre but c'est, on n'en vivait pas donc on était assez chill et on se disait: «On essaie de sortir une vidéo par semaine», ce qui est déjà un objectif ultra ambitieux quand tu as un taf à mi-temps à côté et cetera. Parce que, quand on fait une vidéo sur le spatial par exemple, il y a une énorme partie, heu, où on va rechercher et croiser les sources au début. Si on fait de l'actualité, c'est un peu moindre parce que l'actualité vient directement à nous, mais si on fait un dossier qui va parler soit d'histoire spatiale, soit d'une technologie spécifique, là, il y a énormément de recherches, en amont et surtout faut crédibiliser les sources, quoi, parce que, Bien sûr. sur internet, on trouve de tout et Et puis faut tu peux trou pas te rater là-dessus, c'est compliqué d'aller ah creuser ouais, un surtout, dossier. c'est ça et puis surtout si tu veux parler, d'un lanceur, chinois, je sais pas, des années 95, pour trouver tes sources, c'est compliqué parce que les Chinois, ils communiquent pas vers l'Occident et sur le programme spatial, c'est T'es relié aux pas militaires, cosmonaute, donc t'es c'est archéologue. c'est c'est super compliqué, tu vois? Donc ouais, il y avait un gros travail déjà de recherche, de croisement des sources, de trouver des personnes, ça a été un des plus gros travails au tout début de la chaîne, de trouver des personnes fiables pour communiquer sur les, programmes spatiaux des pays où on n'est pas. Genre, clairement trouver par exemple des correspondants, en Chine qui traduisent et rapportent le programme spatial chinois en anglais pour qu'on puisse nous comprendre. Pareil, trouver des personnes en Russie qui sont fiables et parce que le programme russe, pareil, c'est incompréhensible, si tu es pas dedans. Et donc c'était les 1 choses qu'on a mis en place, c'était vraiment genre, construire Une sorte de réseau, quelque part. notre réseau, notre information et on avait, une des forces aussi qu'on avait, c'était qu'on avait un Discord assez rapidement et sur notre Discord, il y avait une autre communauté et notre communauté, pareil, ils regroupaient les news, les informations et on pouvait croiser comme ça, croiser. Et je pense que une des chances qu'on avait aussi, c'est que Max, comme je l'ai dit, il a écrit, toute sa vie. Il a fait des traductions, mais il a aussi écrit, il faisait des articles et cetera. Et je pense qu'en fait, quand on a commencé la chaîne YouTube en 2017, en fait, il était déjà prêt. Il avait déjà, je sais pas, 5 6 ans d'expérience en écriture derrière, quoi, donc Ouais, et du il coup, il débarquait savait pas de nulle déjà part, quoi. bien, synthétiser les choses. Ouais, c'est ce qui est un unfair advantage quand tu fais de la vidéo, parce que sinon, Ah t'as ouais, des trucs à rallonge qui, pour pas dire grand-chose, et pour rattacher les bouts, c'est plus une histoire, ah, c'est clair. Moi, c'est je me compliqué, souviens, moi, au quoi. début, j'écrivais des parties, mais c'était à chier comparé à ce que Max, il écrivait, donc le rôle était devenu assez évident, quoi. Genre, j'étais là: «Bon, ben, heu, Max, tu t'occupes de la partie rédactionnelle et moi, je ferai, après tout ce qui est, l'incarnation, la voix, le montage, la recherche d'images et cetera, la vulgarisation par l'image et tout». Et en fait, on a, très rapidement trouvé nos places, respectives, sans qu'il y ait de problème là-dessus. Par contre, on n'était pas du tout rigoureux au tout début sur les heures qu'on passait.
que, moi j'ai Dans quel on sens n'avait est-ce pas que d'organisation, en fait. C'est-à-dire que moi tu veux dire que je vous vous limitiez pas dans le temps, fallait juste, ouais, où on n'avait pas sortir, livrer, quoi? d'horaire précise, par exemple, où on sortait une vidéo. D'accord, OK. On n'avait Donc vous pas, enfin, habituez pas votre communauté à un rythme, finalement? ouais, au tout début, on lançait un peu les vidéos un peu n'importe comment et surtout, beh, on travaillait n'importe comment. C'est-à-dire que, heu, un des gros trucs de la chaîne, c'est que Max, vit, généralement en Asie. Moi, je vis en France et Le déjà, bah, pour décalage horaire? travailler, on avait des décalages horaires et cetera et au début, on n'en profitait pas tellement parce qu'en fait, c'est un avantage de fou, on y reviendra. Mais, moi, parfois, je me souviens, je me levais, assez tard, vers 11:00-11:30 et du coup, j'avais pas travaillé avant, je finissais tard. Enfin, mes horaires, elles étaient pas saines, quoi. Je travaillais un peu n'importe comment et surtout, on travaillait même les week-ends, parce que notre objectif, assez rapidement, c'était de sortir de plus en plus de vidéos pour essayer de voir si on pouvait en vivre. Ça, c'est un peu le piège que tu as au tout début. Mais comme, je t'ai dit qu'au bout de 5-6 mois, on a commencé à faire des vues qui ont explosé, bah, on s'est dit: «Eh, est-ce qu'il y a pas moyen, qu'on en vive?» Surtout que et là, je révèle un truc important. Est-ce que je le garde Écoutez pour le tous! est-ce que je le garde pour la partie, privée de Pour ton la interview partie Crade? masterclass qui suivra, j'explique rapidement pour ceux qui nous écoutent, c'est en 2 parties. Donc là, vous écoutez l'interview d'Hugo, mais dans une deuxième partie, on va attaquer la masterclass. Autrement dit, je vais le mettre en situation. S'il devait recommencer tout à zéro, mais avec ses connaissances, comment il s'y prendrait? Donc, Alors je mais vais non, vas-y, expliquer. lâche le tips. Je suis sûr que tu en as Je lance d'autres. non, je lance le petit truc, c'est que moi, je me souviens qu'à l'époque, quand si on parle de rémunération sur YouTube, à l'époque, je me souviens, Mm. j'entendais beaucoup de youtubeurs qui disaient, «Ah, c'est, à peu près 1 € les 1000 vues» Ah oui, sur ce la fameux 1 € rémunération et les 1000 cetera. vues. Et en fait, c'est, une giga vulgarisation du truc puisque c'est pas du tout comme ça que ça se passe, si on a la régie en tout cas de Google qui est Google AdSense. En fait, on est rémunéré en fonction de ce que les publicitaires arrivent à donner à à notre audience. Et en fait, si ton audience, par exemple, elle est ultra précise, bah, les publicitaires, ils vont trouver ça, super bien pour, cibler, facilement. Je m'explique parce que là, j'ai du mal à trouver mes mots, mais Ils arrivent à mettre plus d'argent dans leur campagne parce qu'ils savent que chez toi, ils peuvent cibler de façon très voilà, particulière leur exactement. cible. Nous, on parlait de spatial, donc typiquement, on avait, c'est triste à dire, mais on avait des hommes entre 25 et 45 ans, heu ingénieurs et cetera, et c'était à 98. Donc le publicitaire qui veut vendre des rasoirs, il est là, quoi. Il est dans son cœur de cible, il fait: «OK, là, c'est bon, j'ai pas à me poser de questions». Et Tandis c'est qu'un, cher des rasoirs, c'est cher, bordel. je sais pas, je prends par exemple un Squeezie qui est un youtubeur renommé, qui a une audience incroyable et lui, il va parler à je sais pas, à du, 10, 70-80 ans et il y a autant de femmes que d'hommes, il y a, plein de Puis le pouvoir catégories, d'achat de quelqu'un de 10 ans, c'est pas le même pouvoir d'achat qu'un ingénieur, on est c'est d'accord. ça. Et je pense que ceux qui font les pubs, les régies, ils arrivent, ils font: «Bon, bah, là-dessus, on a un peu du mal à cibler, la pub, elle est beaucoup plus généraliste». Et du coup, bah, YouTube rémunère différemment en fonction de la précision de la pub ou pas. Donc un CPM, par exemple, donc ce qu'on appelle plutôt le Coût RPM, donc par le revenu le par 1000, revenu par 1000 vues, ouais. sur 1000 vues d'une vidéo, espace et cetera, est parfois beaucoup plus élevé un RPM d'une vidéo, très généraliste, où, le publicitaire sait pas quoi mettre comme pub derrière, quoi. Et ça vous a sauvé, façon de parler, quelque part, ça, tu penses? Du Bah, moins, ça ça nous a a beaucoup raccourci le surpris au temps, début. Ça nous OK. a beaucoup surpris parce qu'au début, par exemple, on avait, nous, on s'attendait à avoir 1 € pour les 1000 vues et au tout Donc début, vous quand on a aviez plus ou testé moins votre calcul et vous êtes dit: «Bah, il nous faudrait tant de vues ça. par mois pour pouvoir en vivre, quoi». Et au final, on s'est retrouvé assez rapidement à comprendre qu'on avait plutôt du, 4-5 voire 6 euros, pour 1000 vues, quoi. Et on a fait: «Ah! C'est pas Mais, la même ils chose. ont tous menti!» Alors après, ça varie énormément en fonction des Bien sûr. périodes, à Noël et Oui, puis cetera, ça peut augmenter, ça peut descendre. vous avez dû vous dire: «Voilà, c'est là, c'est pas pour autant que ça va le rester». Enfin, Oui, bien sûr. c'est hyper Mais, ça incertain, c'est la première chose qui nous a surpris et je me souviens, je m'étais fait cette réflexion en mode: «Ah ouais, en fait, quoi, soit ils mentent tous dans le milieu en disant, c'est 1 € les 1000 vues alors que pas du tout, mais ou alors soit c'est justement parce que la niche du spatial, en fait, était une niche très précise». Et en fait, en discutant plus tard dans des soirées, avec des gens de chez YouTube, j'ai compris que c'était ça. C'était parce que, en Je peux amener fonction mon éclairage du là-dessus pour sujet, avoir acheté, beaucoup trop de publicité pour beaucoup de business
Il y a des choses énormes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu vends de publicité, effectivement, pour des rasoirs, tu vas vendre ton truc de rasoir entre 8 et 30 balles. Bon, c'est une chose. Par contre, quand tu cibles des gens ou tu cibles des professionnels, et que tu vends des prestats à 1000, 2000, 10 000 euros, ça te dérange beaucoup moins de mettre entre 5 et 20, voire 50 euros le clic. Ouais. Contrairement à un publicitaire qui, bah, lui, a besoin de 1000 clics pour vendre son petit truc qui fait importer d'un autre pays. Bon, voilà, Ouais, ouais, c'est c'est pas les clair. mêmes enjeux. Du coup, ouais, ça s'explique complètement. T'as raison. Vous aviez un segment d'audience qui était très spécifique. Ouais, c'est ça. Puis alors c'était vraiment du coup, comme je le disais, pas calculé, hein. Toute la chaîne a été montée, au pif et c'est ça qui est, qu'on trouve, fou aussi, c'est que notre passion, ça tout de suite, ça a bien marché avec notre audience et l'audience a fait qu'on a pu en vivre, assez rapidement avec ce qu'on vient de dire et on avait calculé au final que si on sortait 2 à 3 vidéos par semaine avec, Faut y aller, hein. ouais, faut y aller. Avec, 50 000 à 60 000 vues par vidéo, on s'en sortait. On s'en sortait, même, bien et c'est un objectif qu'on s'était mis et pour, réussir à faire ça, on s'est déglingué la santé et on avait réfléchi à on a c'est là où, du coup, on s'est structuré un peu et on a réfléchi à notre organisation, je dirais quasi, pas militaire, mais vraiment millimétrée. C'est-à-dire qu'on avait un format, d'actualité qui lui va toujours porter la chaîne puisque l'actualité sur YouTube, c'est les vidéos qui marchent le plus en temps court, en fait. C'est, du contenu, genre, qui est très référencé. Par exemple, je sais pas si demain, il y a un décollage de fusée et que, même pas 3-4 heures après, on sort notre vidéo sur ce décollage de fusée, beh, toutes les recherches de tout internet, de tout Google, vont pointer vers la vidéo puisque, je sais pas, si tu tapes, sur Google aujourd'hui, je sais pas, Starliner, il est très probable que dans les 3 premiers liens, ce soit une vidéo YouTube qui soit mise en avant par Google. Bien sûr. Parce que Google, enfin YouTube, c'est Google, donc c'est quand même un moteur Mhm. de recherche de fou. Donc C'est du l'actualité, SEO et il y a maintenant les emplacements vidéo qu'il n'y avait pas avant, effectivement. qui sont très, très hauts et nous on le voit vraiment de plus en plus maintenant. Donc l'actualité, c'était un format qui marchait très, très bien, mais qui s'éteignait très vite. Parce que, forcément, au bout de 4-5 jours, tu vois C'est la pas courbe de evergreen. vues sur la vidéo, bon, bah, c'est passé. Maintenant, on veut une autre actualité et cetera. Et du coup, on avait un autre dossier une autre vidéo qui sortait le jeudi, qu'on appelait le dossier de l'espace et qui est lui, est un contenu qui se consomme plus sur la durée. Donc qui démarre plus lentement, mais qui par le référencement, on va dire naturel et les recherches et cetera, va sur le temps long, sur, 1-2-3-4 mois, faire des vues en continu. Et heu, ce qu'on a sorti, on va dire, 5-6 mois, après le début de la chaîne, les premières vidéos, c'était le dernier format qu'on appelait l'espace commentaire, où là, c'était, une interaction directe avec la communauté. On répondait aux questions de la semaine et ça nous permettait d'avoir un contenu plus facile à produire, parce qu'on répondait à des Il y a une questions partie directement. UGC, donc C'est ça, puis ça on vient de. Puis l'audience, logiquement, s'ils posent la question, ils ont envie d'avoir la réponse. ouais, c'est ça, Donc ouais, c'est donc il y avait une interaction et puis exactement. surtout, ils posaient des questions sur les vidéos qu'on avait déjà produites avant et ou sur des points où on n'avait peut-être pas été assez clair, où ils avaient besoin de précision et comme nous, on avait déjà fait les recherches en amont, beh, ça nous demandait pas énormément en plus de travail et donc on avait 2 à 3 vidéos par semaine et même c'est là où on a fait notre burn-out. Sur les premières années, on faisait tout le temps 3 vidéos par semaine. Une le mardi, une le jeudi et une le dimanche et on n'a pris aucun jour de repos et Vous on avez tiré bossait en sur la corde jusqu'à continu. quel âge, quoi? Et on a fait ça pendant, au moins 2 ans et demi, sachant que moi, à côté, je faisais partie d'un collectif de création de fiction sur Nantes et je passais parfois mes nuits à faire des tournages, à gauche et à droite. J'ai été très con, hein. Ah, Désolé pour le gros mot, ap- mais faut écouter son corps. faut être honnête, des gens avec qui je parle depuis des années, parce que là on est quand même, on parle d'audace, mais ça en fait partie. Je connais peu d'entrepreneurs, je connais peu de créateurs qui existent encore hein, dans leur métier, dans ce qu'ils créent, qui existent depuis plus de 5 ans à 10 ans, qui se sont pas cramés à un moment donné. Ouais, On en parle que trop peu, mais c'est vrai qu'il y a, à part certains qui sont effectivement, qui ont naturellement une discipline de militaire, de cinglé, et qui, dès le début, l'ont structuré comme
comme un travail, non pas un travail de productivité, mais surtout où tout rentre dans une case et puis du coup c'est bon. Mais tout le monde se crame à un moment donné. Mais quelque part, ça t'offre aussi ta meilleure organisation possible plus tard parce que ta nouvelle priorité, au-delà du fait que ça doit fonctionner, bah, c'est toi. Alors Ah bah oui, clairement. qu'avant, c'est pas toi. Bah, ouais, là, j'étais pas encore je me souviens, quand on sortait 3 vidéos par semaine, tout début des 3 vidéos par semaine, j'étais encore à mi-temps, dans l'escape game et j'ai quitté ce taf-là, justement, pour, pouvoir me consacrer entièrement à la chaîne YouTube et à l'époque, je me souviens, la prise de risque, a été folle parce que je crois qu'on avait même pas encore 10 000 abonnés et je on gagnait All on in. on on gagnait genre, 400 € par mois avec la chaîne, pour 2. Et encore, je te dis, j'ai eu de la chance parce que j'étais chez mes parents, en fait. Quand Ouais. j'ai quitté, mes parents, ils m'ont vite dit: «Oui, ben, enfin, tu es mignon, mais tu vas pas rester là à faire des vidéos dans ta chambre, très longtemps, quoi». Donc ouais, j'avais ce truc-là en mode, tu, ils m'ont tu, pas tu mis le un ressors ultimatum, pas de ils ont temps en temps maintenant ça arrive pas dans les discussions avec des potes ou autre. Un jour, on m'a dit ça. Non, je si, si, déconne, si, si, mais parfois, je me s tu vois enfin, le chemin, quoi. je C'est vois le assez chemin. incroyable. Mais Et tu crois que je me souviens d'une discussion, avec, Max qui, disait, je crois qu'il disait avec mon père, il disait: «Je crois qu'il nous faut à peu près, 1 000 000 de vues par mois pour qu'on arrive à peu près à se faire un SMIC, tous les 2». Tu vois? Parce que oui, 1 000 000 du coup, ça fait à peu près 4 000 €, d'AdSense. Après, bon, ce qu'on savait pas, c'est que forcément, si tu es auto-entrepreneur, tu as moins, je sais plus, c'était 26 je crois. 26%, entre Ouais, 23 et donc 26%, un truc comme ça, ouais. donc Encore, tu ça peux va. tu C'est, ouais, c'est- ça encore ça va, ouais. les gens qui sont toujours surpris de ça, ils ont pas encore une boîte Ouais, type ouais, SARL, URL et ou bah, autre. il y a pas la suite après. Tu Quoi, 26%, c'est tout? Oh, oh. Et du coup, je me souviens qu'il avait dit à mon père: «Ouais, il faudrait à peu près 1 000 000 de vues» et ça me paraissait tellement impossible. Je me disais: «C'est tellement grand» et mon père nous avait dit à l'époque, il fait: «Ouais, pensez à un plan B quand même et tout parce qu'1 000 000 de vues, c'est C'est chaud, quoi». Enfin, un les parents, ils étaient million, quoi. inquiets, quoi, forcément. Ils nous ont encouragés, ils nous ont jamais mis des bâtons dans les roues, ils m'ont jamais mis un ultimatum en mode: «Faudrait que tu te casses de la maison au bout d'un moment quand même parce que tu vas avoir 25 ans et que tu fais des vidéos dans ta chambre». Mais Et oh, Tanguy. ouais, c'est ça, ouais. Genre tu reviens de Paris, tes études et tout, en plus, on m'avait proposé un CDI à Paris que j'ai refusé. Enfin bref, vraiment je sais pas, dans en tête, j'avais en tête que je devais faire un truc qui me plaisait. Et du coup, je me souviens de cette discussion. On sait qu'on doit faire à peu près 1 000 000 de vues par mois et ça me paraissait quasiment impossible et c'est là où on s'est dit: «Bah, faut charbonner, on va voir ce que ça donne» et on a tellement de choses à raconter que ça peut peut-être le faire. Et je me souviens que j'ai quitté du coup chez mes parents quand je gagnais, je sais pas, je devais gagner 700-800 € par mois, un truc comme ça. Et Je prends mon envol. Tu ouais, me je prends diras, mon envol, je fais: «Ouais, je gagne quand tu, 700-800 quand € tu par passes de mois» 200 à 400 € à 700, 800 €, mais t'es on gagnait ça t'es chacun. riche. On gagnait ça chacun, donc c'était quand même déjà pas mal. On devait faire genre, ouais, on devait faire, 500 000 vues, par mois sur la chaîne, en faisant pas mal d'émissions par semaine et du coup, je me disais: «Bah, ça me suffit pour me payer un petit loyer, d'un petit, je sais plus, c'était, un 20-30 m² sur Nantes. Enfin, pas Nantes centre, mais je payais mon loyer et après le reste, bon, j'étais en galère, mais Alors pour ceux qui se renseignent sur mais bon, je les kiffe. loyers, là, à Nantes, c'était il y a 1200 ans, hein, gardez-le en tête. Ouais, maintenant ça a bien augmenté D'accord, et et du coup, mais pendant cette période-là, avant ce burn-out, il vous est arrivé vous étiez deux, donc c'est une relation un peu particulière, mais de douter au point de vous dire, mais putain, qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. bah, Max, il connaissait en fait, Max, c'est lui qui m'a apporté la sérénité parce que lui, c'était déjà toute sa vie ça, en fait, d'être sur internet, de gagner son argent sur internet en faisant des Et d'être trades et sur le cetera. fil, que ce soit pas D'être sur régulier. le fil, ouais. Il a toujours été un peu sur le fil comme ça. Et il a toujours eu cet esprit d'aventure plus que moi. Il nous a quand même dit une fois, «Je prends mon billet pour l'Australie, limite j'ai pas de billet de retour, on verra bien, quoi». On le fait: «Bon, OK», il se barre, on verra bien et il travaillait sur internet, il vivait sur internet et cetera. Donc je voyais que c'était possible, en fait. Après, je il m'a rejoint dans l'aventure et moi je m'étais dit: «Bah, là, il y a un truc à tenter» et je m'étais dit: «C'est pas grave si ça marche pas, je l'aurais tenté». Et c'est toujours ma philosophie aujourd'hui d'ailleurs. Je me dis que si ça s'arrête, dans 1 an là, je me dis: «C'est pas grave, j'aurais vécu un truc de fou, c'était rigolo».
Donc c'est le maintenant quoi qui compte, c'est de faire Ouais, le ouais, max c'est ça. maintenant quoi. C'est ça, c'est ça. Et du coup, bah, ouais, je gagnais, à peu près, ouais, 700-800 € par mois et je me souviens que les débuts étaient assez complexes, mais assez rapidement, en final, avec des vidéos qui ont explosé petit à petit grâce à l'actualité qui nous a déroulé un tapis rouge parce que les vols de Thomas Pesquet, en même temps. Il y a eu, SpaceX qui a fait tout le show avec la Falcon Heavy à l'époque, donc c'était une fusée, je crois que c'était un événement médiatique qui a été vu, j'avais jamais rien vu de tel moi. Franchement, j'ai l'impression que c'était une coupe du monde, mais sur une fusée, quoi. Je me souviens que le live YouTube de SpaceX, il y avait des millions et des C'était millions de personnes incroyable. dessus. Et ce qui était intéressant en plus avec ces approches et ces boîtes-là, c'est que ça a un peu aussi modernisé la vie des gens qui sont pas à fond sur l'espace de base. Ça a modernisé un petit peu ce côté-là. Et du coup, ça a ramené plein de gens qui, comme tu dis, ont perdu ça de l'enfance, qui avaient plus les étoiles dans les yeux. Bah, il y en a plein qui sont revenus finalement, et alors que qu'ils y étaient plus trop. Donc, je trouvais ça cool aussi que ce soit de nouveau mis en lumière quelque part de façon aussi large. Ça, Clairement, j'ai puis, trouvé ça cool. à cette époque-là, en fait, on doute pas trop, comme tu demandais, parce que, l'actualité nous porte de fou, comme je le disais, et on gagne, on doit être à plus de 10 000 abonnés par mois, un truc du genre, quoi, à cette époque-là. Donc là, on est en mode, ah ouais, ça va vite, il y a plein de gens qui regardent nos vidéos, les retours sont plutôt cool, tu te fais plaisir, tu upgrades ton matos, tu évolues et cetera. Tu sais, tu profites de l'aventure, en fait, tu te poses pas de questions, tu te dis: «C'est trop cool, je parle d'espace, j'adore ça. Les gens, ils ont l'air de kiffer». Tu es dans un tu dans une espèce de spirale positive, Ce tu qui n'a comptes pas pas tes empêché un heures. burn-out malgré tout, quoi. Ouais, voilà, ça, en fait, tu es aveuglé par ta spirale positive, tu fais 3 vidéos par semaine, tu prends aucun week-end. Moi, franchement, je prenais aucun moment de repos et je l'ai compris après quand j'ai fait mon burn-out, à quel moment je me reposais et pourquoi ça m'a tué. Je me reposais quand je terminais, parce que oui, il faut que je raconte ça aussi, parce que là, on parle que de YouTube, mais moi, je suis un fan de Twitch et je stream et je streamais en même temps et pour moi, Et en ça fait, prend du temps, ça prend du ouais, temps. ouais, et pour C'est moi, du dans ma live, tête, hein. quand je lançais un stream, c'était je me reposais, mais en fait, pas du tout. C'est du Quand taf. tu streams, tu fais de l'animation de malade, c'est ultra crevant et cetera, et je me souviens, je terminais mes streams vers minuit. Donc je les lançais, je terminais mais en gros mes journées de montage YouTube, publication vers, 18h le soir. Je mangeais, je faisais le soir un peu de sport, je mangeais et après vers 20h, je lançais un stream jusqu'à minuit. Et à minuit, quand je m'arrêtais, j'étais là: «Ah ouais, donc là, c'est bon, c'est mon moment à moi, en fait. Je peux aller me regarder une série». Et j'allais me regarder une série jusqu'à, je sais pas, 2-3 heures du mat. Le seul problème, c'est que le matin, je pouvais pas me lever à 12-13 heures pour C'est me pas reposer possible. parce que je devais sortir des vidéos. Donc je me levais à 8 heures. Et en fait, c'est je je sais pas comment mon cerveau n'a pas calculé ça avant, mais c'est Qu'il y avait juste une dette de impossible. sommeil qui s'accumulait, de stress, quoi. Et ouais, je crois que c'est au bout d'1 an et demi, 2 ans, je me souviens très bien, c'est venu vraiment d'un coup. Je l'ai pas vu, du tout arriver. Genre j'ai pas l'impression d'être fatigué, mais je mange un repas et mon estomac, il me fait: «Non, allez, stop, je te J'en mets à veux l'arrêt». pas. Et tu sais, je me souviens, je fais, crise de panique, Mmh. tachycardie, j'ai l'impression que je vais crever, tu vois? Et je fais: «Mais qu'est-ce qui se passe?» et tout. Je vais voir plein de médecins différents et ils ont du mal à À me dire ce comprendre que ce que j'ai, c'est. parce que c'est à chaque fois que je bouffe, tu sais, je fais les crises de panique, tu vois? Et c'est au bout d'un, je sais pas, 3 ou 4e médecin qui me dit: «Mais on va parler un peu de votre rythme de vie et tout. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout? Vous êtes toujours derrière un ordinateur, OK, et cetera. Mais quand c'est que vous vous reposez?» Et là, au bout d'un moment, il fait: «OK, vous allez prendre 2 semaines de vacances et vous allez, essayer de mieux dormir et cetera, et on voit après si vous avez toujours des crises de panique». Genre, j'ai pris 2 semaines de vacances et genre, j'ai senti mon corps tu sais, j'avais des douleurs que Se j'avais jamais dénouer. vues avant, se relâcher d'un coup, quoi. Et je me souviens, j'avais au début du mal à monter genre des escaliers de 4-5 marches tellement Tu te mon corps, sentais il même était en mode, épuisé. Ouais. «Ouais, fallait que tu te reposes, gars». C'est un truc de fou. Et du coup, Il là, ouais, j'ai pris s'autorisait conscience enfin à que relâcher un petit peu les ouais, muscles finalement, ouais. j'ai pris conscience que ouais, j'avais un peu vraiment, ultra abusé pendant quasiment 2 ans sur, le rythme de 3 vidéos par semaine. On n'est pas des super-héros, sauf qu'on se rend compte toujours après coup, et surtout dans les cas des burn-out. Pour ceux qui nous écoutent, ça peut se présenter de plein, plein, plein de façons Ah différentes. ouais, Mais moi, ça m'est arrivé, ça a été une sorte de déréalisation. Je fais n'importe quoi pendant une journée ou deux, mais
Je m'en rendais pas compte en fait, mais en fait, c'est le cerveau à un moment donné qui a fait, on va appuyer sur le bouton off là, juste là. Et alors que j'étais toujours là en train de me dire, je comprends que des gens craquent, mais ça m'arrivera pas quoi. C'est pas, Ouais, tu le vois pas venir généralement. non, non, Tu non, dis, tu dans ton truc, t'es dans ta routine, puis à un moment donné, je pense tu as un réflexe du corps et moi, c'est l'estomac qui l'a dit en premier. survie Il quoi. dit, «Bon allez, il faut du repos là, sinon on va lâcher rapidement, quoi». Tu vas dépasser une limite sur laquelle tu pourras pas revenir quoi. Ouais, et du coup, J'ai un truc vas-y, pardon. remise en question forcément, remet tout à plat avec Max et on enlève, on dit que la 3e vidéo, donc l'espace commentaire, on le fait plus toutes les semaines. On Ok. le fait une fois toutes les 2 semaines, histoire de nous libérer les week-ends Les et fameux que tu n'avais plus depuis ouais, c'est ça. longtemps et lui non plus du coup j'imagine. Et du coup, je me souviens très bien et du coup, moi, je m'interdisais un peu de streamer aussi les week-ends. Ok. J'aime bien le un peu, donc on sent que Ouais, je le parfois faisais quand ça. même parce que j'adore ça streamer. J'avais du mal à concevoir ça comme du boulot, tu vois? Et parce que ça reste, échanger avec ta communauté, jouer à des jeux vidéo et cetera, partager des lancements et tout. Enfin, j'ai du mal à voir ça comme du taf et c'est un taf, hein, c'est un vrai taf. Il y a des gens qui sont beaucoup plus pros, que moi là-dessus et du coup, beh, quand j'ai vu le bienfait que me faisaient les week-ends, j'ai fait: «Ah! C'est donc pour ça que le capitalisme n'a pas réussi à À imposer les à week-ends. enlever le samedi et le dimanche parfois, c'est que c'est quand même vital pour le travailleur quoi, genre de se Ouais. reposer quoi». C'est pas une Et légende. ouais, ouais, c'est non, non et du coup, ouais, c'est genre, franchement, ça m'a fait un bien fou et ton cerveau, il se remet à rebosser, à réavoir des idées, tu t'oxygènes à fond et à partir de là, on avait un objectif avec Max, c'était du coup de vivre, de se tirer un SMIC. On était tous les 2 auto-entrepreneurs à l'époque. De tirer un SMIC de notre activité et de réussir à prendre des vacances. Ce qui est, dans le milieu de YouTube, Twitch, et cetera, ce qui est très peu enfin, pas mal vu, mais en gros, c'est, une angoisse absolue de prendre des vacances parce que beaucoup de gens se disent, «Si je prends, On va t'oublier. C'est une guerre voilà de 2-3 semaines de l'attention, t'es plus vacances, on là, va tu m'oublier». disparais. Mm. Et bah, nous, on s'était dit: «Ouais, faut qu'on arrive à si on arrive à le faire en produisant des vidéos à l'avance et cetera, effectivement, en ayant un planning de vidéos qui sortiraient pendant les vacances, ce serait trop bien parce que ça nous assurerait, à long terme d'être, en bonne forme pour faire cette activité-là». Et on a fait un planning militaire qui nous a permis de le faire et on a pu le faire parce que Maxime, je pense, était en Thaïlande et que du coup, on a travaillé dans le sens où moi, je bossais de 8 heures à 18 heures et quand à 18 heures je terminais de bosser, heu, non, c'est l'inverse. Maxime, il bossait de ce côté de 8 heures à 18 heures, mais quand lui, il était 18 heures, moi, c'était, la nuit et quand je me levais le matin à 8 heures, tout était déjà prêt et je pouvais enchaîner sur, les voix, montage et cetera et quand j'arrivais à 18 heures, en fait, on avait 2 journées mises en une, quoi. Tout en ayant respecté les rythmes de chacun. Ouais, c'est Et ça et en du fait, coup, c'est on comme. avait juste, tellement bien préparé notre taf avant qu'on n'avait pas besoin de se call, de faire de réunions et cetera, parce qu'on savait exactement tout ce qu'on faisait et ça nous a libéré déjà un temps fou et ça parce qu'avant, à chaque fois qu'on faisait une vidéo, on s'appelait, par exemple, on devait se trouver des créneaux, on se disait: «OK, on parle de tel sujet, est-ce que ça marche?» et cetera et là, on s'est juste bien réparti les tâches. Maxime, on avait une veille d'actualité, on choisissait les sujets, je lui faisais totalement confiance sur toute la rédaction. Moi, quand je devais réécrire un truc ou le rephraser, j'attendais même pas que Maxime repasse dessus, je le faisais directement et ça enchaînait et puis, Oui, plutôt que quand, des la vidéo validations, est contre-validations, ping-pong, c'est ça. ping-pong, ping-pong, Quand la qui vidéo sont était épuisants en publiée à plus. 18 heures, Maxime, il dormait. De toute façon, Ça, il c'est était, magique. 3-4 heures du mat chez lui, donc lui, il pouvait pas voir ce que ça donnait. C'était moi qui Bien regardais, sûr. Ouais, mais et le ce qui est même lendemain cool aussi, parce que du coup, tu te réveilles et tu vois un peu comment ça a commencé à prendre. ouais, Enfin, c'est ça. Le c'est pas le lendemain, même. lui, il voyait si la vidéo, elle marchait ou pas, comment étaient les commentaires. Si on avait dit une bêtise, par exemple, généralement, les commentaires, ils disent: «Ah là, tu as dit, telle unité alors que c'est cette unité-là qu'il fallait dire». Bah, Maxime, il le voyait le matin, par exemple, parce que c'était revenu en top com et il me disait, dès 8 heures, moi, j'avais un message: «Ah, fais gaffe, faut mettre un commentaire épinglé pour préciser qu'on a fait une erreur ici et tout». Donc c'était, ultra efficace, quoi. Ouais, c'est canon. Et ce changement de 3 vidéos à 2,5 vidéos par semaine, nous a permis vraiment, c'est toujours ce qu'on fait aujourd'hui, d'avoir un rythme de fou et d'être Bah oui, ultra productif et c'est assez incroyable quand même quand tu de tenir, regardes. quoi. Tu te dis au bout de plusieurs années, il y a des gens qui se permettent de grandement réduire la voilure
et simplement de s'appuyer sur la notoriété, la commune existante, mais ouais, c'est beaucoup. Ouais, C'est nous, beaucoup. on est obligé d'avoir toujours une grande voilure parce que on ne fait L'actu pas des déjà. vidéos à 1 million de vues, tu vois. Si on faisait, en gros, là, notre exigence, elle est un peu augmentée en ce moment parce que on a une personne en plus, enfin qui est pas dans la société mais qui est en freelance avec nous. Et du coup, au lieu de faire 1 million de vues par mois, on doit faire à peu près entre 1 million et 1,5 million de vues par mois. Donc, Donc de c'est, facto, faut produire plus, quoi. faut toujours produire, mais c'est pas une contrainte dans le sens où l'actualité est trop intéressante à suivre. Est-ce Le qu'il jour arrive, où, il y a même des semaines où que ce soit compliqué de tout couvrir? ah oui, ouais, clairement. Clairement, clairement. On fait des choix en fait. On traite à peu près 3 grosses actualités dans chaque DNDE le mardi. Mais quand on est en réunion d'actualité, on a 10-15 sujets. T'es obligé d'arbitrer, quoi, Donc on systématiquement. arbitre en fonction C'est pas un crève-cœur de des fois, parce que doit y avoir quand même des préférences perso qui viennent ah aussi sur si, le. bah moi j'ai des préférences qui se voient sur la chaîne d'ailleurs, hein. Parfois, genre en ce moment j'adore toutes les études qui sortent de James Webb. Et je pense qu'il y a un titre sur 3 des DNDE qui est sur James Webb. Et il y a des gens qui me le disent en commentaire, Comme enfin: «Est-ce c'est qu'on pourrait avoir d'autres bizarre. sujets?» Et moi, je garde toujours du principe que je préfère, enfin, on traite l'actualité de manière générale. De toute façon, s'il y a un truc important, on va pas le louper, mais s'il y a des sujets que j'ai envie de traiter, je vais pas me les empêcher de les Puis traiter. c'est votre chaîne, je veux dire, vous êtes pas la FP. Il y a un moment donné, c'est encore heureux qu'il y a des arbitrages, tu Ouais, vois. c'est ça, ça reste un youtubeur, ça reste un travail d'amateur éclairé. Moi, je me considère pas journaliste pro, donc je me dis que j'ai pas les obligations non plus d'un journaliste pro. J'essaie on essaye de couvrir avec Max l'ensemble du spectre du spatial dans le monde entier. Déjà, très peu de chaînes le font. Enfin, c'est pas les Américains qui vont le faire, par exemple. Et après, bon, ben voilà, si on loupe des news et tout, on considère que c'est pas si grave que ça parce qu'on pourra rattraper dans une semaine. Il y aura forcément une autre news qui va être en écho par rapport à ça, etc. Là-dessus, on se met pas non plus une pression folle en se disant faut absolument pas qu'on loupe une news, quoi. Oui, puis vous pourriez pas, de toute façon, comme tu le dis, vu le Oui, volume, on de pourrait toute pas. façon. J'ai encore deux questions pour toi avant qu'on passe à la masterclass. La première, elle est toute simple, ou pas. J'espère que tu vas entendre ce que je vais lancer. Il faut juste que tu devines d'où ça vient ou ce que ça peut être. Ok. Ça devrait être assez rapide ou pas. On va voir. Déjà, dès le premier, ok, je le coupe. Enfin, pour moi, dans ma tête, ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais dans ma tête, c'est un clip Twitch d'un survol de vaisseau au-dessus de moi. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas Wouah! du tout. Attends, parce que je te ferai écouter ce que j'ai en tête aussi, je pense plus Et tard. c'est vraiment très près. Ouais, en tout cas, bah, ça ressemble à un survol d'un engin spatial. Alors là-dessus, t'as bon. Et ça veut dire que les sons du jeu Star Citizen sont très bien faits. Si Oui. c'est un engin spatial de la vie réelle, Alors c'est ou un effectivement. avion, ou une Alors, navette, ou un truc du du genre. coup, t'avais peut-être indirectement raison sur la première. Je l'ai peut-être mal compris, mais c'est effectivement Star Citizen. Ah! OK. C'est les bruits de la plupart des décollages ou quand ça passe effectivement proche les vaisseaux. Ouais, C'est ouais, une ouais, c'est ça, c'est ce compile que j'avais de en tête. tous Bah, les j'avais bon. vaisseaux, enfin de tous les vaisseaux. Non, parce qu'il y en a quelques-uns, mais de plusieurs vaisseaux. J'aimerais que tu me parles rapidement de ce jeu-là pour ceux qui ne connaissent pas, parce que c'est pas qu'un bébé pour toi, c'est un nombre d'heures de vie. T'as Ouais, c'est peut-être un passé plus projet. de temps sur ce jeu-là que le temps d'existence totale de ma fille. Donc, Non, donc, mais ouais, faut que je j'en suis parle de ce curieux. projet. Parce que en fait, c'est un projet qui défraie la chronique Star Citizen parce que c'est un Kickstarter qui a été lancé en 2012 et aujourd'hui en 2024, le studio qui est derrière ça est toujours sur 2 jeux, donc il produit 2 jeux, un qui est en alpha et un qui devrait sortir d'ici 1 an. Et pourquoi ça me passionne autant? Déjà parce que c'est des jeux qui sont dans l'espace, voilà, et surtout parce que Accessoirement. c'est la philosophie derrière ce studio, c'est de repousser les limites de la tech dans le jeu vidéo pour accomplir une vision totalement folle, celle d'un univers totalement immersif où on peut faire ce qu'on veut. Un peu un GTA dans l'espace, en multijoueur, avec des centaines de milliers de joueurs dans le monde et sans limite, sans enfreindre l'immersion.
Quand je dis Donc un sans ordre réel monde d'immersion, c'est alternatif finalement, et non pas un ouais, pseudo c'est ça. open world avec des barrières C'est ça, toujours les mêmes, c'est-à-dire quoi. que quand, je me lève dans ma couchette dans mon vaisseau spatial, je dois être capable d'aller sur la lune qui est en face, sans temps de chargement visible et le tout avec une fidélité comme un triple A, enfin un jeu ultra bien produit aujourd'hui, c'est-à-dire où on voit ultra bien les détails sur l'armure et cetera. C'est un truc ultra immersif, sans temps de chargement visible, qui te laisse faire un peu tout ce que toi tu as envie de faire et bah, forcément, c'est le rêve de tout gamin qui est fan de spatial. Donc c'est pour ça que moi j'accroche à fond. Après, c'est un projet qui est aussi passionnant parce qu'on suit le développement semaine par semaine et cetera et qu'ils font beaucoup de recherche et développement. Donc il y a aussi beaucoup de nouvelles technologies développées, beaucoup de fausses routes, donc beaucoup aussi d'échecs, de retards, d'argent mal dépensé peut-être et cetera. Donc c'est un projet qui foisonne d'histoires et qui est aussi passionnant à suivre qu'à jouer. C'est ça Star Citizen pour moi. Ouais, C'est une aventure c'est incroyable à l'histoire suivre d'une des vie. développeurs qui sont C'est totalement à côté du reste du monde du jeu vidéo, qui font un projet où tout le monde les regarde en mode: «Mais qu'est-ce qu'ils font?» On il y leur a a un donné 500 ou 600 millions de dollars, je sais c'est plus facile. à combien ils sont rendus et ils sont en train de faire un truc totalement barré, quoi. De l'extérieur, il y a un petit côté, toi qui connais un petit peu quand même l'audiovisuel, Lost in La Mancha, je sais pas si ça te parle? Oui, ouais, ouais, ouais. Et je trouve il y a un petit côté, de ce côté-là, on se dit: «Mais est-ce que c'est pas la production maudite? Est-ce que l'histoire, fait que c'est pas comme ça?» C'est à s'interroger, surtout que dans l'histoire du jeu vidéo, il y a eu plein de jeux très permissifs, si j'ose dire, et qui remontent même à loin, hein. Moi, j'étais sur Ultima Online à l'époque. Tu pouvais aller Oui. tondre un mouton pour aller filer la laine avant d'en faire quelque chose. Ça allait hyper Attends, mais loin. Ultima Online, je crois justement, je fais une petite recherche. Alors les développeurs de Ultima Online, c'est Origin Systems et Origin Systems, c'est Chris Roberts. Ok, Donc d'accord. voilà, tu C'est vois? pas pour rien, On hein, vient de du coup. connecter là. On a fait le... C'est incroyable. Honnêtement, c'est le jeu qui m'a le plus impressionné là-dessus. Il y a des serveurs privés. Je pouvais passer 3 heures juste à jouer à un ébénisme et à faire semblant de mettre de l'azur sur un meuble. T'es là, Bah ouais. quel mec va perdre 3 heures de sa vie à faire ça? Moi, déjà. Et c'était complètement incroyable, et c'est ce que je ressens un petit peu concernant ce projet-là. C'est l'idée de dire, mais tu veux faire ça, tu peux. Ouais, c'est ça, ouais. Si c'est cohérent, tu peux le faire. Si c'est cohérent, tu peux y aller. Enfin, si c'est cohérent dans la mesure des bugs disponibles, si j'ose dire. Bah, c'est ça, ouais, c'est qu'en gros, enfin, c'est ça que j'adore avec ce projet et ce jeu, c'est que moi, je suis un gros fanat de jeux vidéo aussi et j'ai eu l'impression, ces dernières années de jamais trouver un projet justement qui me hypait parce que tout se ressemblait un petit peu, parce qu'il y a énormément de distributeurs derrière maintenant les producteurs de jeux vidéo et des studios qui font que, beh, un jeu s'est développé en 3-4 ans, ça a tel budget, donc ils peuvent Très pas faire casual, énormément donc de faut que ça R&D, plaise il à tout faut le monde. rentabiliser rapidement et cetera et eux, ils sont tellement hors carcan qu'il y a soit que les développeurs vraiment indépendants, donc les studios indés qui font les trucs dans leur coin, qui peuvent faire des trucs du genre, soit que des espèces d'ovnis qui ont 700 millions d'euros et qui savent pas quoi en faire à tel point qu'ils vont développer des techs, mais tu as jamais vu, tu as Incroyable. des trucs improbables et donc ouais, c'est ça que j'adore, c'est que l'innovation dans le jeu vidéo, ça passe aussi par des projets fous comme celui-là, qu'on peut totalement critiquer parce que forcément pour financer leur aventure, ils ont des modèles économiques, un peu vicelards, mais en même temps, je ne connais aucun autre projet et aucun autre, studio développant qui font ce qu'ils font actuellement donc le jour où il y a un concurrent de Star Citizen et un studio aussi fou, que ça avec un autre modèle économique, je pense que je les suivrai aussi, hein. Mais Oui, bon, c'est pas que eux, c'est l'ensemble, c'est un réel. Puis c'est un pan de ta vie, hein, maintenant, parce que ça fait un ah bah, moment que t'es maintenant dessus. clairement moi, ça fait ouais depuis, j'ai découvert le jeu grâce à AlphaCast en 2015-2014 et j'ai acheté le jeu en 2015 donc ouais, là ça va Quasiment faire 10 ans. bientôt 10 ans que je suis rentré dans cette sphère. Et Et du tu coup, on t'en a commencé sortiras la chaîne jamais. YouTube sur des vidéos Star Citizen, donc ouais, Bah, vraiment, c'est pour ça. Et puis c'est le tu parlais début, de hein. Mass Effect tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y Ouais, a toujours ce lien, ce lien d'amour entre les joueurs et l'espace, c'est très clair. clairement. Et du coup, pour la dernière question, euh, comment, et on va en reparler aussi dans la masterclass, mais comment vous êtes retrouvés
et qu'est-ce que ça fait dans ton crâne, qu'est-ce que ça fait à ton entourage de te retrouver. On va revenir sur cette interview parce que c'est assez improbable. Vous avez fait beaucoup de choses improbables. Je vais pas reparler du bouquin parce que je pense qu'on pourra en parler pendant 2 heures facile pour commencer. mais cette interview de président, parce que ça, tu parlais de choses épiques. Ouais, C'est assez épique quand même. ouais, Euh, faut que je te raconte ça. Et je te raconterai même après ce qui s'est passé après l'interview aussi, au moment où, j'ai compris, que fallait se recentrer. Donc comment se passe le moment de l'interview? Improbable, ça se passe en 3-4 jours, c'est-à-dire qu'on est un mardi, je me souviens, en on 8, doit un mardi en couvrir, 8. on est un mardi, je me souviens qu'on est un mardi parce que le jeudi, il y a un énorme événement, heu, c'est l'atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Et nous, on est mardi, on clôture du coup notre vidéo, on va parler de ça, on prévoit, moi j'ai des coups de fil, à gauche, à droite avec des prods, pour prévoir un live exceptionnel justement pour, l'atterrissage de Persévérance sur Mars. On était en train de prévoir quelque chose avec le CNES justement pour ça du côté de Toulouse et il y a un moment donné, mon téléphone sonne et c'est un numéro que je connais pas et d'habitude je décroche jamais sur les numéros que je connais pas, mais là je sais pas pourquoi je décroche et je décroche et c'est YouTube France qui m'appelle. Ok. Et déjà, je fais, ils m'avaient Ils ont jamais un appelé avant. numéro de téléphone. Déjà, ils ont dû regarder dans les données de mon compte, je sais pas, c'est bizarre. Et donc YouTube France m'appelle, il me dit, «Salut Hugo, on a une opportunité assez cool à te communiquer, le président va regarder l'atterrissage de Persévérance, en direct du siège du CNES à Paris et il voudrait à l'occasion, s'exprimer sur le spatial et il a choisi un média, il a choisi YouTube». Et nous, YouTube France, on s'est dit que, tu ferais parfaitement l'affaire vu que tu parles d'actualité et cetera. Et là, je fais déjà tu reçois l'info, tu fais, Faut que tu la traites, faut que ton cerveau se la. ouais, tu fais: «D'accord», du coup, ils me disent après, «Bah, si tu es d'accord, nous voilà, on te prévient juste, mais dans l'après-midi, il y a le cabinet numérique de l'Élysée qui va t'appeler pour savoir, ce qui pourrait se faire». Il raccroche. Moi, je fais: «Putain, déjà, j'essaie d'appeler mon Contacter frère». Max. Je sais pas quelle heure il était, je crois qu'il dormait en Et plus. je crois que sur le moment, tu t'en fous. Ouais, je fais: «Putain merde, faut pas que je loupe le prochain appel, c'est l'Élysée qui va appeler, quoi». Mm. Et je me souviens très bien, je mange et je laisse mon téléphone en mode, non silencieux devant moi en mode je fais: «Bon, je loupe pas l'appel». Les yeux Du coup, je dessus. décroche, l'appel sonne, je décroche, je fais, directement au premier, tu sais, à la première sonnerie. On fait: «Oui, cabinet numérique de l'Élysée». Du coup, le président aimerait bien s'exprimer sur la politique spatiale à venir, etc., suite à l'atterrissage de Persévérance sur Mars. Et on vous invite à suivre avec nous l'atterrissage en présence de Thomas Pesquet, du directeur du CNES, du directeur du CNRS, du ministre Bruno Le Maire, de tout le monde. De tout le monde. Et ils me disent vous aurez l'occasion du coup de l'interviewer pendant 10 minutes à C'est l'issue hyper de. long, 10 minutes en Ouais, ouais, plus. à l'issue de l'atterrissage, quoi. Et cette autorisation ne sera donnée qu'à vous. Bon, là, je le savais pas à l'époque. Enfin, j'étais naïf dans le truc, mais c'est là où est le vice de la communication présidentielle. C'est là, ils t'ont agrippé et c'est là où ils se servent de toi totalement, tu vois? Et du coup, je fais, OK, on va le faire parce que Non. jamais un président Bah oui. en exercice ne s'est exprimé sur le spatial depuis si longtemps. C'est extrêmement rare. Une interview présidentielle uniquement sur le spatial et sur la politique spatiale, il y en avait peut-être pas eu même avant, tu vois? C'était Et qui vraiment un truc passe en très plus rare. pas par un média national Ouais, en plus, ouais. classique. Enfin, le tout est improbable, en fait. Ouais, c'est improbable, mais c'était la stratégie clairement des équipes de Oui. Macron en 2000, Mm. je sais plus combien on est, en 2019, je crois, un truc du genre. On est en 2019-2020 parce que je me souviens qu'il y a le Covid, donc on est en 2020 peut-être plus. Mm. Mais Ça devait oui, être à l'époque, il avait Mounir fait une. Majoubi qui devait être secrétaire d'État au numérique, si je dis pas de bêtises. Chargé du Peut-être, ouais. numérique. Et puis il fait une interview aussi avec, un autre Hugo, Hugo Travers du coup de Hugo Décrypte. Donc il connaît ça et il sait que c'est sur cette façon qu'il peut faire aussi pas mal de vues sur communiquer sur le programme et cetera. Et donc j'ai aucune contrainte. C'était la condition, c'est je leur avais dit: «Je peux poser toutes les questions que je veux» et ils me disent: «Oui». Déjà je suis surpris, je fais: «Ah OK donc».
Il y a aucune contrainte et tout, donc c'est plutôt cool, je peux publier la vidéo sur ma chaîne, j'ai aucun contrôle de la vidéo après et je peux poser toutes les questions. Donc je fais: «OK, là-dessus, c'est plutôt fair», tu vois? Tu devais être un peu surpris aussi, tu t'attendais pas à ça. Et moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, «Envoyez les questions, Voilà. on les vérifie, quoi» Ouais. Mmh. et en fait, non et du coup, avec Max, on se fait une petite réunion d'urgence, on prend le train pour aller sur Paris, on prend des costumes et tout parce qu'on se dit quand même, faut être assez bien habillé et tout, des petites chaussures et cetera et on est des youtubeurs qui font qui font de la voix off, quoi. On n'a pas de caméra, on n'a pas de pied, on a rien pour interviewer et là, je fais: «Putain, on va faire une interview présidentielle, on n'a pas de matos, on n'a rien» et donc on est à la veille du truc, quoi et donc là, heureusement, j'avais des contacts à Paris parce que j'ai fait production audiovisuelle à Paris, donc je vais voir mes potes de chez Tout le monde aime les pingouins que je salue, une boîte de production, de pub à Paris et je leur fais: «Les gars, bon vous vous souvenez de moi, hein, j'étais chez vous il y a il y a 5-6 ans, heu, j'ai un problème, demain je dois interviewer le président et j'ai pas de matos, il me faut une caméra qui est la plus simple du monde, mais qui fasse quand même une super bonne image, quoi». Genre j'appuie Oui, dessus et ça parce que marche, tu c'est vois? du taf aussi d'être derrière une caméra, les gens Ouais, se rendent ouais, pas genre compte. Si tu sais pas t'en servir, c'est mort, hein. ouais, c'est ça, il me faut une caméra ultra simple où j'ai juste à appuyer sur rec et je sais que l'image elle va être bonne. Ils me Et que disent, ça enregistre vraiment, pitié. ouais, ouais, et ils me disent: «T'inquiète Hugo, on va te backup, on a ça, on a exactement la bonne caméra, on a le pied et cetera» et du coup, j'arrive, je crois, le mercredi, je vais chez eux, ils me filent tout le matos, gratuitement, en me disant: «C'est incroyable, c'est improbable ce qui arrive». J'ai un pote aussi qui était sur Paris, qui bosse à beIN Sport, qui me, ramène, un autre pied de caméra pour avoir un backup, avec une caméra qu'on avait, nous, plus un micro cravate. Bref, on a du matos un peu schlag, mais on est parti. On va faire une interview du président. On a en même temps écrit les questions un peu à l'arrache dans le train avec mon frère et dans le beurre en y allant. Et on arrive Deux sur minutes place. avant. Ouais, c'est ça. On est vraiment comme quoi Bah, ils avaient vraiment rien vérifié sur les questions. C'est que nous-mêmes, genre, je pense. puis vous étiez vous-même quelque part, parce que de tout ce que tu viens de me dire depuis une heure quelque part, ça aurait été fait autrement, que ça aurait pas Ouais. été aussi épique. Ah bah de toute façon, on n'a pas eu le temps de se C'est préparer. pas On vous, était quoi. appelés 2 jours avant, donc bon. Et du coup, on avait prévu de lui poser une question du coup, sur l'atterrissage de Persévérance en lui-même, des instruments français qu'il y avait dessus et après, comme il voulait communiquer sur la vision du spatial et qu'on était dans une période ultra importante en politique spatiale, puisque SpaceX avait commencé à tout manger et qu'en Europe, la réaction a commencé à tarder. On voulait le questionner vraiment sur, est-ce que, en France, on devrait avoir un micro-lanceur national? Est-ce qu'on devrait plutôt avoir un lanceur européen, ultra compétitif et cetera? Donc on avait prévu pas mal de questions. On s'est dit, «On va voir s'il maîtrise ces sujets et on va essayer d'avoir des réponses là-dessus». On arrive là-bas, on voit l'atterrissage en direct. Il y a Thomas Pesquet qui était en visio et cetera. Enfin bref, c'est un truc de fou et moi je me souviens que je suis en train de parler avec, la personne qui gère le compte Twitter de Macron à l'époque, qui me fait valider un tweet. C'est-à-dire qu'il me montre le tweet, Pour valider ce qu'il dit, finalement, d'être ouais, sûr qu'il dit pas une connerie, pour quoi. valider. Alors déjà, moi je trouve que ma responsabilité, je fais: bah, j'ai pas envie de faire ça». Mais le gars, je me souviens plus de son prénom, mais il a à peu près le même âge que moi, quoi. Celui qui tenait le compte Twitter de Macron, il doit avoir 26 ou 27 ans et il dit: «OK, là, est-ce que je peux bien mettre que le rover est arrivé sur Mars, en fonction de ce qu'on a entendu et tout?» Moi, je regarde, je fais: «Oui, je le savais qu'il venait d'arriver, qu'il était en bon état», donc je fais: «Oui, c'est bon, tu peux le publier» Ça, je et peux dire que oui. je le publie et après il me fait: «Bon, du coup, le président, va être disponible, faut pas traîner, quoi» et il nous montre la salle. On n'a même pas, je sais pas, 2 minutes pour mettre en place les pieds et les caméras. Donc là, je remerciais le fait d'avoir une caméra qui se mettait en 2 secondes. On met en place le pied, la caméra. Le président arrive. Je suis tellement dans le stress, je me souviens qu'au lieu de refaire mon cadre, je fais déplacer le président. Ça me fait toujours marrer ça. Genre en gros, mon cadre, il est là, je fais, j'ai pas envie de le déplacer, tu vois? Je fais: «Monsieur le président, est-ce que vous pouvez un tout petit peu?» Tu sais, je fais ça avec ma main. C'est incroyable. Il recule et tout, il Ah, était c'est chill. beau. Et on fait cette petite interview de 10 minutes que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Non, un peu moins, je crois qu'on fait 7-8 minutes et on a été ultra impressionnés parce que, forcément, c'est son taf, mais il arrive à parler sur tous les sujets mais par contre, bon, pour l'anecdote, il nous avait dit à l'époque, qu'il fallait surtout pas un lanceur français et qu'il fallait plutôt un lanceur européen et que c'était ça qui allait faire notre force.
Bon, un an et demi plus tard, quand les Allemands ont décidé de faire cavalier seul, «Ah ya, Quand il on nous a faut un eu lanceur français, vite!» voilà. Bah, Et on après, et on a et on avait à l'époque pu lui donner un livre, le livre qu'on avait fait justement, 2040 tous dans l'espace et il avait pris le livre et peut-être que le livre est dans la bibliothèque de l'Élysée. Si un jour si un alors ce jour que un tu autre sais pas, c'est président le qu'il est lit et dans tout, sa table de chevet, ça tu le savais pas. ouais, c'est vrai, c'était quand même une expérience assez folle et pour conclure, même pas quelques mois après et c'est là où où j'ai compris que c'était pas bon tout ça, c'est quelques mois après, on est invité au lancement de France 2030, à l'Élysée aussi et bah, là, il y avait tout le monde, il y avait des Xavier Niel et tout, il y avait vraiment tout le monde. Moi, je savais pas ce que je foutais là vraiment et du coup, il développe tout le volet spatial et tout et à la fin, je me souviens qu'il y a un des conseillers du président, une conseillère du président qui me dit: «Si vous voulez, on peut aussi vous inviter pour parler du plan France 2030, spécialement, dédié à l'espace et faire venir pour les panels et cetera, discuter». Et là, j'ai fait: «Oh non, ça c'est pas mon rôle. Ça, je veux pas rentrer dans la politique, moi. Je veux juste Tu parler de compris spatial». Genre, le j'ai fait: «Ah ouais, là, c'est» genre, en fait, tu sais, limite, il voulait, ouais, tu te fais m'agripper. politiser assez rapidement, Ouais, ouais et tu te fais: «Ah ouais, en fait, là, il fallait partir, en fait, peut-être même avant», tu vois? Mais ouais, c'était un moment assez fou c'est de la chaîne épique de me tant que dire tu que te gardes cette distance avec effectivement et pas ouais, ouais, rentrer bah, dans après, du coup, on dans n'a cet plus jamais engrenage, quoi. recommuniqué avec eux, là-dessus et on a, de toute façon, on a pu sortir la vidéo, ils ont jamais rien dit, ils ont jamais me parce que, du coup, forcément, un an et demi après, quand on a vu qu'il fallait un micro-lanceur français et que dans le plan France 2030, fallait absolument, que la concurrence allemande, ne soit pas la seule en Europe. On a bien repris le moment de l'interview où il disait qu'il fallait un lanceur européen. On a fait: «Ah ben voilà!» Le avant-après. Ouais, c'est les joies du temps. On peut se dire aussi qu'il y a eu un an et demi Ouais, d'e ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. d'experts qui ont discuté, mais c'est toujours pareil, hein, ils sont là pour parler et prendre des décisions, mais c'est vrai qu'ils sont impressionnants. Moi, je me rappelle d'une fois, on était 10-15 entrepreneurs, non, une vingtaine peut-être, invités à Paris, avec d'ailleurs Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique de l'époque, euh, sur les startups à impact et tout ça, et j'étais le seul mec qui était pas de Paris, en fait, qui venait, et ils sont super doués, ils sont incroyables. Il fait parler tout le monde et il se rappelle de ce qu'a dit un mec plus loin, Ouais, c'est ça, alors c'est qu'il c'est ça, il ouais. prend à peine des notes, tu vois. C'est en fait, je suis sûr que ces notes en plus c'est bzz. Enfin, et pourtant il se rappelait les prénoms, il se rappelait qui fait quoi, etc. Pourtant, tu étais là, tu te dis mais le mec il s'est pas briefé avant de venir parce que on voyait bien celle qui bossait avec lui derrière. Quand il fallait partir, tu vois. C'était juste timé, il y a un autre rendez-vous plus loin. T'as fait ton heure et demie, c'est bon, on stoppe, on se casse, quoi. Et pourtant, c'est là où tu te dis ouais, c'est un taf, quoi. Ouais, ouais, bah, bien Ils sûr, sont bah, bons. ils sont formés là-dessus. Bah, c'est ce qui les rend un peu parfois, inhumains, c'est qu'ils font des enfin, si tu te dis: «Ouais, C'est non, trop lisse, c'est quoi. c'est pas naturel, en fait, leur Mm. truc là, Puis on ça aime aurait pu bien tous être, les boulettes. On a besoin pour être en confiance, tu vois. D'un ouais, mec ouais. qui se gourre. Enfin, qui se gourre. Ouais, Je c'est parle pas ça. pour l'histoire du Moi, lanceur, hein, je parle. j'aurais adoré qu'ils me disent: «Bah, je sais pas trop et tout, machin», mais non, en fait, peut-être, tu vois, enfin, Un truc humain, quoi. ils ont la peur de dire: «Je sais pas», tu vois? Alors que, Mm. Y a il y a rien de rien de plus plus humain. sage que de dire: «Je sais pas». C'est même rassurant un mec qui sait pas, tu vois. Tu te Ah dis, je suis pas clairement, tout seul, on se ressemble. c'est ultra rassurant de dire: «Je sais pas». Eh ben, écoute, c'est peut-être ce que tu vas dire juste après. On va y passer. On va passer dans cette masterclass pour ceux que ça intéresse. Vous pouvez y accéder gratuitement dans les jours à venir. Et puis sinon, bah, ce sera payant parce que tout coûte du pognon de nos jours, ou presque. Parce que ce qui coûte pas cher, c'est voire rien. C'est que vous pouvez retrouver Hugo sur YouTube, sur Tout à Twitch. fait. Est-ce qu'on peut te retrouver ailleurs? Actuellement, il y a ton Insta, mais c'est encore autre chose. Ouais, l'Insta, je l'utilise pas, c'est mon compte perso, je fais quasiment rien dessus. Non, Twitch et YouTube, c'est tout pour le moment. Il y a des projets, mais qui seront dévoilés plutôt en 2025. C'est tout, dit-il. Il y a combien de personnes en gros qui vous suivent sur YouTube maintenant? Alors là, j'ai interdiction de regarder l'appli, Très parce bien. que je suis toujours en vacances. Mais, Parfait. aux dernières Super. enfin, on était à 520 000, un truc comme ça, Mais non, vous êtes à avant. 27 000, voyons. C'est ça. Quoi? Non, bah, ça se trouve, oui. En fait, c'est ça. Là, je le sais pas, mais ça se trouve, c'est la giga catastrophe et ne me dis pas, ça se trouve,
Nope, nope. Non, mais c'est très bien comme ça. Et là-dessus, je trouve que c'est une belle leçon de vie. Merci d'avoir été là pour l'interview. Donc, pour ceux que ça intéresse, on se retrouve de l'autre côté. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions. Il ne viendra pas y répondre parce qu'il est en vacances. C'est moi qui m'en occuperai. Mais non, c'est vraiment top. Je suis vraiment content de t'avoir eu ici comme premier invité. Ça fait cette histoire de ping-pong d'il y a Ah ouais. quelques années. C'est toujours un kiff de discuter avec toi. Et ça va l'être aussi de faire cette masterclass. Pour rappel, on va essayer de voir comment tu t'en sortiras en 2024 s'il fallait. On est dans un univers parallèle, tu dois recommencer. T'as pas de thunes, un peu comme à l'époque. Ouais. Et par contre, t'as tes connaissances et on va voir ce que tu ferais de différemment. On s'y retrouve tout de suite.